De lundi à vendredi, je travaillais, j'étais en costume, presque cravate, mais costume. Et le week-end, j'allais camper, je prenais mon sac à dos et puis j'allais camper pas très loin de Lyon. Et à un moment, il y a eu une rencontre qui a un peu accéléré le pas. C'est justement, j'étais en train de marcher dans la montagne et là, je rencontre une dame qui était en train de ramasser des châtaignes. En fait, elle aidait les étudiants à trouver leur voie. Et c'est marrant que je tombe sur cette dame par hasard. Et je lui explique la situation et elle me dit Julien, la question, c'est pas de savoir si tu vas refaire un stage ou si tu vas continuer et voyager ensuite. La question, c'est de savoir à quel moment tu vas arrêter de faire semblant. Et là, ça m'a traversé le cœur et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. À quel moment je vais arrêter de faire semblant et faire ce que j'ai profondément dans le cœur. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur 2, et le mardi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Julien. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce 12e épisode d'Aventure épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Julien, tu vas partager plus particulièrement avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques, à savoir ton tour de la Patagonie en autostop, en solo pendant 4 mois, un parcours de 9000 km dans lequel tu as emprunté un peu plus de 160 voitures et vécu probablement au moins autant d'expériences très marquantes. Tu auras l'occasion de nous en parler, en tout cas d'une partie d'entre elles. Bienvenue dans cet épisode, Julien, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être là, de pouvoir partager mon expérience et puis passer ce moment avec toi. Ça va être un régal. Tu es aujourd'hui, Julien, pour la petite histoire, à 8206 km. J'ai calculé ça toute la nuit, puisque tu enregistres cet épisode depuis la Chine où tu poursuis actuellement tes études, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis à Pékin pour un semestre d'échange et je savais pas. Je savais pas, t'as bien fait ton travail. Et il y a aussi 7 heures de décalage. Ouais, ce qui fait qu'on enregistre le matin ici en France et que toi, c'est la fin de journée. Ouais. T'as fini les cours. Oh oui. Donc t'es tout à fait détendu. Je suis très détendu. Julien, question classique d'ouverture du podcast. Est-ce que tu repenses souvent à cette aventure épique dont on va parler aujourd'hui ? Oui, ouais, je repense souvent. C'est une expérience forcément qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'elle m'a apporté clairement une plus grande ouverture d'esprit. Et puis, je repense aux gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont accueilli là-bas, parce que donc j'ai bougé en autostop pendant 4 mois en Patagonie, tu l'as dit. Et j'ai été accueilli par pas mal de locaux. En fait, sur les 4 mois, j'ai passé un peu plus d'1 mois à vivre chez des locaux. Et j'ai passé 1 mois dans ma tente et puis le reste en auberge de jeunesse. Mais donc, je repense souvent aux locaux, aux personnes qui m'ont accueilli. Et puis, on reste un peu en contact. J'ai des nouvelles, je leur dis un peu où je suis, que je suis en Chine actuellement. Ils me donnent de leurs nouvelles aussi. Donc, ouais, quand même. Bien sûr, je repense souvent. Julien, en guise d'amorce d'épisode, je vais creuser dans Google Actualité un fait marquant récent qui soit en lien avec la destination qu'on va traiter ou l'expérience que tu as vécue. Donc, j'ai trouvé une petite chose intéressante sur la Patagonie. Figure-toi que le Tarnais Alexandre Sanche est parti le 9 février dernier en Patagonie pour survivre en autonomie totale, c'est-à-dire il n'emporte pas de nourriture. Donc, il projette une aventure de 30 jours à environ 400 km. Ce projet, Alexandre, il déclare qu'ils sont 2 personnes à le réaliser. Est-ce que tu sais de qui ou de quoi il pourrait s'agir selon toi, sachant qu'il est réellement tout seul ? Non, je sais pas. Non, aucune idée. Eh ben, c'est son physique et son mental. Voilà, il dissocie les deux. Donc, voilà, c'est un ensemble. Donc, son mental est encore, en tout cas hier, à la date d'hier, il était à 100%. Il est en pleine forme. Côté physique, là, ça commence un peu à décliner. Il a déjà perdu 10 kilos depuis le début de l'aventure. Donc, voilà, il se nourrit de ce qu'il trouve sur son trajet. Il a un sac à dos de 15 kilos. Mais voilà, il tente cette expérience-là et puis il est très confiant sur l'idée d'arriver au bout de cet exercice. Ok. Selon lui, son espèce de mantra, c'est de se dire que la douleur n'est qu'une information. Donc voilà, c'est comme ça qu'il résonne. Ok, déjà bon courage à lui. C'est pas évident. Et tu connais le chemin qu'il va emprunter ? Alors, je ne l'ai pas regardé en détail, je ne connais pas bien les lieux, mais on peut le suivre en tout cas, une balise, je pourrais te partager le lien, tu peux le suivre vraiment en temps réel. Il y a une espèce de balise qui permet de le suivre, son aventure
au quotidien. Donc là, il est en plein dedans. Il a fait un peu plus de la moitié là, à ce jour. Donc je pourrais te partager ça pour que tu suives Ok, son parcours un peu plus en détail. ok. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir été deux là dans ton aventure? Ouais, mon mental et mon physique. Alors le physique, un petit peu, quand même pour faire de l'autostop, faut quand même être en bonne forme. Faut pouvoir marcher, arriver au bord des routes, attendre, se tenir droit, enfin se tenir debout, changer de spot, continuer. Donc oui, c'est quand même assez éprouvant. Le mental, clairement, pouvoir tenir, avoir envie de partager. Et puis quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Faut être résilient, s'adapter à la situation. Parfois changer de point de stop et puis réessayer, ou alors parfois ça fonctionne pas du tout, puis aller dormir, faire autre chose, se changer les idées. Est-ce que j'ai été 2? Peut-être, peut-être que j'ai été plus que 2. Je pense que chaque chaque personne que j'ai rencontrée, j'ai sans doute pris un peu de chaque personne et donné un petit peu aussi. Donc on peut dire que j'ai été au moins 160 par rapport aux 160 voitures. Très belle image. Julien, je te propose qu'on remonte un petit peu le temps pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel toi tu as grandi, puis nous dire un peu quels étaient toi tes bonheurs et tes plaisirs du quotidien? Est-ce que tu avais déjà un peu ce goût de l'aventure? Alors, ouais. Donc, j'ai grandi en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94. Je suis fils unique. Mes parents ont divorcé assez jeune. Je faisais des allers-retours, une semaine chez ma mère et chez mon père. Donc, je pense, a posteriori, je pense que j'ai commencé à prendre l'habitude de faire mon sac à dos à partir de ce moment-là. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est juste, je faisais mon sac à dos, ça prenait de moins en moins de temps, j'étais efficient dans ça. Et donc, quels étaient mes passe-temps? J'aimais bien la lecture. J'avais des facilités en cours, disons. Et puis ensuite, j'ai commencé à un peu moins m'intéresser à l'école. Quand je suis entré au collège, je commençais à sortir un petit peu avec les copains. Les activités physiques, c'était plutôt volley-ball, ping-pong, et puis ensuite course à pied. Et puis ensuite, après le lycée, je me suis dit que j'allais faire une classe préparatoire parce que je savais pas trop quoi faire et ma mère en avait fait une. Et donc je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Je vais faire une classe préparatoire. Au pire, si j'y arrive pas et que c'est trop compliqué, j'arrête. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, je veux pouvoir me dire quand j'ai, je sais pas, 30, 40 ans, me dire que j'ai eu le courage d'essayer. Et donc je me suis dit allez, c'est parti. J'y vais. Donc je suis allé en classe préparatoire dans une toute petite classe préparatoire à Saint-Maur-des-Fossés, donc classe préparatoire aux écoles de commerce. Là, ça a été une révélation. J'ai adoré la classe prépa. Je travaillais énormément. Je travaillais de 8 heures du matin à 10 heures du soir. Qu'est-ce que tu en as aimé particulièrement? Je pense que j'ai aimé le dépassement de soi. Que je suis arrivé là-bas, j'avais pas forcément de facilité. Enfin, la classe prépa, t'as les gens qui ont des facilités et puis t'en as un peu moins, mais finalement, c'est surtout, j'ai l'impression, la masse de travail qui permet de rattraper le retard. Donc, je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à beaucoup travailler. Au début, j'avais des mauvaises notes. Et puis finalement, avec le travail, j'ai commencé à améliorer mes notes. Je suis passé de 4 à 6 à 8. Et je me suis dit, en fait, avec le travail, tout est possible. Et puis après, je faisais un peu de sport à côté pour garder quand même un certain rythme de vie. Je dormais bien, je mangeais bien. En fait, j'avais un cadre de vie qui était, à ce moment-là, je trouvais parfait, à la fois pour étudier, et puis je me sentais super bien dans ma tête. Avec quoi comme idéal? C'était quoi la projection là sur ton futur à ce moment-là? Quelle vie, quel mode de vie en tout cas tu avais envie d'embrasser? Ah, c'était intégrer HEC. D'accord. Pour moi, c'était intégrer HEC ou l'ESSEC. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas, tout va rouler dans la vie. J'aurais intégré la meilleure école en France. C'était ça mon objectif. Et puis ensuite, j'avais pas forcément d'idées, donc pas trop d'idées d'aventure, pas trop d'idées de d'autres choses. Il y avait pas un métier en particulier qui me plaisait. Juste, je me disais, je vis au jour le jour. Ce samedi-là, va y avoir un DST de maths, donc va falloir que je me concentre bien sur les maths. Et puis, je prenais les épreuves au jour le jour. Ça avançait comme ça, le temps passait, et pas d'objectif plus loin que en fait celui du jour ou de la semaine. Est-ce que tu avais déjà un goût pour les voyages assez prononcé? Oui, carrément. En fait, carrément prononcé avec mes parents. Donc, disons qu'avec mon père, on partait plutôt en camping, et avec ma mère, on partait plutôt en hôtel. Et j'ai eu la chance de voyager pas mal avec mes parents. Et comme j'ai vu ces deux côtés-là, le côté un peu camping, mais camping standard, hein, jamais camping sauvage, et puis le côté hôtel, repos, voilà, le farniente au bord de la plage, ça m'a donné une vision un peu plus globale du voyage. Mais à un moment, je me suis dit, j'étais en Bolivie avec ma mère, c'est la première fois que j'allais en Amérique du Sud.
On était juste à côté d'une petite montagne. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'aller escalader ma montagne. Ma mère voulait partir. Et donc, j'ai commencé à escalader la montagne. Je suis arrivé peut-être à la moitié. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je voudrais aller plus loin tout seul. J'ai envie d'explorer, mais je suis avec ma mère. Je peux pas aller plus loin. Je suis un peu bloqué. Et à ce moment-là, c'est le premier vrai sentiment où je me suis dit, OK, à un moment, je sais pas quand dans ma vie, mais à un moment, je voudrais aller plus loin et puis expérimenter des choses par moi-même. Est-ce que tu peux nous parler là de tes premières aventures, expérimentations d'aventures, en tout cas assez marquantes à l'âge un peu plus adulte? Dans le cadre de tes études, tu t'es quand même pas mal baladé. Tu as fait aussi un voyage en interrail, tu as été en Afrique, tu as été en Asie. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de tout ce que tu as déjà exploré? Je sais pas si on a donné ton âge, Julien. Ah, j'ai 24 ans. Donc, qu'est-ce que tu as réalisé là ces dernières années, jusqu'à tes 24 ans? Alors, déjà, le premier voyage, le premier moment où j'ai commencé à découvrir l'autostop, c'était quand j'étais à Turin. J'étudiais à Turin et je suis parti avec un sac à dos, mais vraiment un tout petit sac à dos, pas un grand sac à dos, pas de tente, juste comme ça sur un week-end. Je suis parti à la frontière franco-italienne et je me suis dit, bah, je voudrais essayer l'autostop. J'avais été super inspiré par une série qui s'appelle Nu et culotté, qui est une série où deux potes partent à poil dans la nature et puis réalisent un rêve d'enfant. Et donc, comme ils ont littéralement pas d'argent, pas de vêtements, pas de téléphone, rien du tout sur eux, ils sont obligés d'aller voir les gens, faire de l'autostop, aller dormir et demander l'hébergement. Et j'ai été extrêmement inspiré par ça. J'avais regardé une centaine d'épisodes et je me suis dit, bon, je vais pas partir à poil tout de suite, mais en tout cas, j'aimerais bien essayer l'autostop. J'aimerais bien essayer l'autostop. Donc, je suis parti tout seul un week-end et puis je me suis posé au bord d'une route et j'ai levé le pouce et la voiture s'est arrêtée. Et j'étais tellement marqué, j'étais tellement choqué que la voiture s'arrête. Je savais pas vraiment quoi lui dire. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, bah, je sais pas, avance-moi 10 kilomètres plus loin. Et donc, on a parlé, il m'a raconté un peu sa vie, j'ai partagé aussi la mienne. Et puis, arrivé 10 kilomètres plus loin, je suis sorti de la voiture, je me suis senti super bien. J'ai partagé un bon moment. J'ai partagé un peu de mon expérience aussi. On a avancé de 10 kilomètres et j'ai rien payé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et en fait, j'ai touché du doigt quelque chose que j'ai adoré. Et donc, j'ai tout de suite refait du stop ensuite et j'ai avancé de 10 kilomètres à nouveau. Et pareil. Et donc, ça a été le premier vrai voyage découverte autostop. Ensuite, un mois après ou 2 mois après, je suis parti. J'ai acheté un sac à dos, là, un vrai sac à dos de voyage. J'ai acheté une tente et je suis parti en interrail. Donc, interrail, c'est le principe, c'est tu achètes un ticket de train qui te permet de voyager et de prendre des trains un peu de manière illimitée. Donc, je recommande vraiment à ceux qui souhaitent voyager à bas prix en Europe. C'est incroyable, c'est Interrail. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voyager en train et j'ai découvert le camping sauvage quand je suis arrivé au Danemark. Jusque-là, j'avais posé ma tente seulement dans des endroits, dans des campings standards. Et je voulais, pendant ce voyage, je voulais franchir le cap, briser cette barrière mentale que j'avais, qui me disait, tu peux pas dormir dans la rue ou tu peux pas dormir dans la campagne, dans une forêt ou dans la montagne tout seul. Et j'avais peur, j'avais vraiment super peur de passer ce cap-là. Et finalement, l'hébergement était tellement cher au Danemark, c'était, je crois, 70 € la nuit. J'avais aucune envie de dépenser 70 € pour dormir dans un hôtel. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Il y a une forêt à côté de cette ville. Je vais marcher jusqu'à la forêt, et puis je vais poser ma tente. Et je suis arrivé, j'étais mort de trouille en arrivant dans la forêt. Je m'imaginais des trucs, que les gens allaient me voler, que j'allais me faire dépecer. Et je suis arrivé, et puis en fait... Je rigole, c'est pas drôle, hein, mais... Bon, visiblement, tu t'es pas fait dépecer, en tout cas. Je me suis pas fait dépecer. Et je suis arrivé et j'ai découvert des maisons qui s'appellent des shelters. Les shelters au Danemark, c'est des cabanes en bois. Pas d'entrée, pas de porte, pas de fenêtre. C'est un peu comme un four à pizza où t'entres et t'as 70 centimètres de hauteur et juste la position, en fait, c'est pour dormir. Ça sert juste à dormir. Et c'est ouvert dans la nature. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de choses à payer. Et les Danois, ils vont pour passer des vacances, passer des week-ends en famille, entre potes. Et c'est dans des jolis endroits, c'est dans la nature. Donc là, on était face à un lac, dans une forêt. Je dis on parce qu'en fait, en regardant à l'intérieur des shelters, il y avait une famille qui était en train de dormir. Et je me suis dit, ah là, ouf, s'il y a une famille, c'est bon, devrait rien m'arriver. Et Quand tu dis on, tu parlais pas de ton physique et de ton mental, c'est vraiment avec d'autres personnes. Non, il y avait vraiment d'autres personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va bien se passer. J'étais quand même mort de trouille, en fait, quand je me suis mis dans ce shelter-là. J'avais mon couteau sur moi à l'intérieur de mon sac de couchage. J'ai extrêmement mal dormi. C'était sur des rondons de bois très durs, en fait. Et puis j'ai dormi 2 heures, je pense. En me réveillant, j'avais passé une nuit pas top.
mais en fait, j'avais pas payé et puis j'avais quand même brisé cette barrière mentale que j'avais de pas pouvoir dormir dehors tout seul. Et là, je me suis dit: «OK, c'est génial» et le soir même, j'ai posé ma tente, je me souviens plus, au bord d'une forêt, je pense et là, ça a été la première fois où j'ai découvert le camping sauvage. Donc accumuler ça, ensuite, j'ai fait du camping sauvage et de l'autostop. J'ai trouvé pour moi, c'est un combo incroyable parce que tu vas au bord d'une route, tu te déplaces, tu vas dans une ville, tu marches en dehors de la ville, soit tu réessayes de faire de l'autostop, soit tu peux poser ta tente. En fait, quand personne ne te prend en autostop, tu peux poser ta tente. Tu as pas besoin d'avoir un hôtel ou une auberge de jeunesse à côté. Donc ça, combo parfait. Et puis ensuite, je suis parti en Amérique du Sud. Et puis voilà, j'ai commencé à faire le tour de la Patagonie en autostop et en tente. C'est quoi pour toi les ingrédients d'une aventure réussie? Qu'est-ce qu'il faut y trouver à tout prix? Les ingrédients, Qu'est-ce que toi tu viens y chercher en tout cas? de la découverte. Je pense que la première chose, c'est la découverte, à la fois découverte de l'autre et à la fois découverte sur moi-même, voir si je suis capable d'aller parler à ces personnes-là, d'aller marcher, découvrir ce coin-là. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose que je trouverais d'intéressant, mais au moins je voudrais voir. Donc la curiosité, le premier truc. Oser, faut oser, bon déjà sortir de chez soi parce que bon alors l'aventure, on parle de l'aventure, il peut y avoir des aventures entrepreneuriales par exemple, monter son entreprise, c'est une aventure. Sortir de chez soi, on peut faire une aventure à côté de chez soi ou aller à l'autre bout du monde. Mais il y a plusieurs notions d'aventure. Mais déjà, l'aventure, c'est oser aussi. Et puis, ça tourne souvent autour des rencontres. Moi, c'est surtout autour de l'humain. J'ai remarqué que quand je repense à mes voyages en général, c'est les rencontres que j'ai eues avec les gens, des moments forts, des moments de partage, des moments où j'étais pas très bien et puis il y a une personne qui se présente sur mon chemin et qui m'aide. Donc, les rencontres. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la peur, est-ce que c'est un sentiment que tu as l'impression de domestiquer au gré de tes différentes expériences? Est-ce que tu la connais encore de façon fréquente et à la limite, c'est aussi ça qui te permet d'être prudent et de bien t'en sortir, de ne pas baisser la garde? Ouais, c'est ça. Il y a 2 côtés. Si je reprends l'exemple, par exemple, quand j'avais dormi, la première fois dans un shelter, là, j'étais mort de trouille de dormir dans un endroit que je connais pas. Même d'ailleurs, quand j'étais arrivé en Argentine, les premières fois où je posais ma tente, j'avais peur parce que j'avais l'idée, que les occidentaux, en général, ont de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que c'est dangereux, il y a des narcotrafiquants, il y a de la drogue, il faut faire beaucoup plus attention. Finalement, j'ai trouvé l'Argentine beaucoup moins dangereuse que la France, par exemple. Je me suis senti beaucoup plus en sécurité en Argentine qu'en France. Donc la peur, oui, elle est toujours un petit peu présente, mais il faut la surmonter. Je pense que c'est quelque chose qui permet à la fois de pas faire de bêtises et de pas griller des étapes et à la fois la surmonter, aller parler à cette personne-là, essayer d'escalader cette falaise, ou de partir en aventure tout seul. Merci beaucoup Julien. On va passer à la rubrique Uno de ce podcast. L'idée, c'est de poser 3 questions en rafale autour du chiffre 1 pour continuer à mieux te connaître. Première de ces 3 questions, si tu pouvais vivre un jour où tous tes rêves se réaliseraient, de quoi serait fait ce jour? Alors d'un point de vue personnel, ça serait, prendre un petit déjeuner avec mes parents. Ça serait, je sais pas, au bord d'un lac ou ouais, avec un joli paysage comme ça. Ensuite, il y a un pays qui m'attire, c'est la Mongolie. Donc j'aimerais bien aller marcher en Mongolie, un jour d'été, où il fait bien chaud quand même. Et puis Après un petit déjeuner avec tes parents. avec un petit déjeuner avec mes parents. Tu peux combiner les deux, ouais. Oui, combiner. Ouais, là, si tous mes rêves se réalisent. Ok. Donc marcher, voir des paysages magnifiques, des grandes steppes, des montagnes. Et puis ensuite, faire des vidéos, éditer des vidéos, partager ce que je vois aujourd'hui. Et puis le soir, si quelqu'un pouvait m'inviter à partager un repas avec eux, de préférence des locaux, qu'on partage ça. Je sais pas, j'imagine ça dans une yourte ou quelque chose comme ça, que je vois comment les Mongols vivent et leurs habitudes. Et puis ensuite, dormir profondément et repenser à cette journée incroyable. Et le lendemain, un repetit-déj avec papa, maman. C'est parti. et ça continue et c'est la vie de rêve. Deuxième question pour toi, si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, quel film choisirais-tu? Mon film préféré, c'est The Alpinist. Je sais pas si tu l'as vu, tu le connais? Non.
C'est un film avec un Canadien de 23 ans qui s'appelle Marc-André Leclerc, qui fait du free solo en escalade. Donc, il escalade des parois sans aucune protection, des parois rocheuses, de glace, des cascades glacées. Donc, je suis mais vraiment totalement impressionné par ce gars, à la fois par l'aspect exceptionnel sportif qu'il fait, où des très, très grands alpinistes disent que c'est incroyable ce qu'il fait, et aussi le côté humain du gars. Il vit de sa passion, il est très humble. Donc, j'aimerais beaucoup passer une semaine et observer comment il est, à la fois ses ascensions et être pote avec lui, quoi. C'est un documentaire qui est passé sur Netflix, hein, c'est ça? Ouais, C'est possible? ouais, il est sorti sur Netflix. Dernière question pour toi pour cette rubrique Uno, Julien. Si tu étais une personne célèbre pendant une journée, qui serais-tu et quelle chose inattendue ferais-tu à sa place? Je pense que je serais MrBeast, le plus gros youtubeur, celui qui a le plus d'abonnés sur la plateforme. Et ce que je ferais, Mieux que Mr Bean peut-être. ouais, et je ferais des actions humanitaires avec mes vidéos, en fait, avec toutes les personnes qui me suivent. Je pense que j'irais dans les pays qui en ont besoin et je créerais, enfin, je m'adapterais aux besoins des localités, hein. S'il faut créer une école ou des ressources d'énergie, je le ferais. Parce qu'avec tous les abonnés qu'il a, je pense qu'il peut faire des choses incroyables. Bon, il aurait peut-être moins d'abonnés après toutes ces actions humanitaires, mais en tout cas, il ferait du bien à la planète et aux gens. Merci beaucoup, Julien. Je te propose qu'on s'attache maintenant à ton aventure épique, donc ton tour de Patagonie en autostop qui a pris place en 2023. On a déjà parlé un peu de la genèse et ton rapport à l'autostop. Ce choix de la Patagonie, il s'est confirmé quand? Ça a été une évidence pour toi que c'était le cadre rêvé pour vivre cette aventure? Alors, à ce moment-là, je travaillais à Lyon en finance. C'était fin 2022 et moi, je suis parti début 2023 en Patagonie. Donc, à ce moment-là, je travaillais et puis, en fait, il y avait une voix qui me disait: «Pars, pars», parce que je me sentais pas très bien à travailler dans un bureau. J'avais envie d'être à l'extérieur. En fait, de lundi à vendredi, je travaillais, j'étais en costume, presque cravate, mais costume, et le week-end, j'allais camper. Je prenais mon sac à dos et puis, j'allais camper pas très loin de Lyon. Et j'adorais ça. Et ensuite, je retournais travailler. Et en fait, les midis, j'allais me poser au bord du Rhône. Je regardais mes photos de voyage et je pleurais. Et je me disais, mais en fait, c'est là où je suis heureux. Et donc, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus une évidence que je pouvais pas continuer, que je devais partir. Et à un moment, il y a eu une rencontre qui a un peu accéléré le pas. C'est justement, j'étais en train de marcher dans la montagne. Et là, je rencontre une dame qui était en train de ramasser des châtaignes, totalement par hasard. En fait, elle aidait les étudiants à trouver leur voie. Et c'est marrant que je tombe sur cette dame par hasard. Et je lui explique la situation et elle me dit: «Julien, la question, c'est pas de savoir si tu vas refaire un stage ou si tu vas continuer et voyager ensuite. La question, c'est de savoir à quel moment tu vas arrêter de faire semblant». Et là, ça m'a traversé le cœur et je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est ça. À quel moment je vais arrêter de faire semblant et faire ce que j'ai profondément dans le cœur?» Et donc là, je suis rentré. La semaine d'après, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit: «Bah, je vais pas continuer, à travailler et puis, je vais partir en Patagonie». Et ils m'ont dit: «Mais pourquoi? Tu es sûr que tu veux pas refaire un stage? Ça serait bien pour ton CV». Et je leur ai dit: «Non, en fait, non, là, je peux pas. J'ai envie de partir. Le seul truc que j'ai envie de faire maintenant, c'est prendre mon sac à dos, aller camper et aller découvrir, ces paysages de Patagonie, ces gens-là qui habitent là-bas et désolé pour les stages, mais j'ai pas envie d'en refaire». Donc, le choix Patagonie, c'était fin décembre, c'était une évidence que je devais partir là-bas. Tu avais ce sentiment de faire semblant là, avant d'avoir cet échange avec cette dame? C'est quelque chose que tu taisais ou c'est vraiment une révélation pleine et entière au moment où elle a évoqué cette idée-là? J'étais parti en voyage interrail juste avant de commencer ce stage et quand j'ai commencé ce stage, pendant 1 mois et demi, je me suis dit: «C'est très bien, c'est là où je dois être». Ensuite, il y a une coupure été. J'arrive et je travaille qu'1 mois et demi, on part en vacances direct. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Je vais faire un peu plus d'autostop, voir où est-ce que je peux aller». Et donc, je suis parti du nord de l'Italie et je suis arrivé jusqu'à Rome en stop, en une semaine. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré, je suis rentré ensuite, de nouveau à Lyon et c'était reparti. Et à ce moment-là, c'était au fond de moi, il y avait cette petite voix-là qui était de plus en plus présente. Je pense que je la taisais parce que je me disais: «Mais non, c'est bien, tu travailles, ça va être bien pour ton CV, ça va être bien pour ta carrière». Et c'était intéressant, hein, le stage était vraiment intéressant, mais en fait, c'était juste pas vraiment pour moi, quoi. Je m'en suis rendu compte en travaillant et puis ensuite en rencontrant, cette dame. Quel découpage tu as fait toi du parcours en amont? Est-ce qu'il y a des lieux que tu tenais
absolument à voir? Quelle part tu avais décidé de laisser un peu à l'imprévu, à l'imprévisible? À quel point on peut structurer finalement sur le papier un projet comme celui-là avant de partir? Alors, c'est pas très structuré. J'ai l'habitude de partir avant que j'aille dans les endroits, déjà de pas trop regarder de photos de l'endroit où je vais aller parce que j'aime pas avoir des images mentales qui se créent dans ma tête et ensuite arriver là-bas et être un peu déçu. Je préfère être vraiment surpris par l'endroit. Donc, j'avais regardé, je pense, maximum 3 photos en Argentine. Et les 3 photos, j'étais juste waouh. Donc, je me suis dit, OK, pas plus, c'est bon. L'Argentine, enfin, la Patagonie, c'est réglé, j'irai. Et j'ai pas vraiment, en fait, j'avais la ligne directrice, donc c'était, je voulais partir de Buenos Aires, je voulais descendre, ensuite aller jusqu'à Ushuaia, mais je savais pas vraiment si c'était à l'est sur la côte ou à l'ouest dans la cordillère des Andes. Je savais qu'à un moment j'allais y aller, mais c'était pas sûr non plus. Et ensuite remonter, je savais pas si j'allais passer par le Chili ou repasser par des endroits où j'étais pas passé en Argentine. Donc c'était juste une grande ligne comme ça. Je me suis dit, je vais faire un tour. Et j'avais pas prévu plus que ça. Alors les endroits un peu phares, donc forcément arriver à Buenos Aires en avion. Ensuite, aller jusqu'à Ushuaia. Dans l'entendement, Ushuaia, c'est quand même le point le plus au sud. Alors non, je me rectifie. C'est la ville la plus au sud du monde. Donc, c'est ce qu'on dit. C'est pas le point le plus au sud. Le point le plus au sud, c'est un village au Chili qui s'appelle Puerto Williams, qui est un petit peu plus au sud qu'Ushuaia. Et eux, Ushuaia, les habitants là-bas aiment bien dire on est la ville la plus au sud. C'est la ville, c'est vrai pour la ville, mais pas le point. Donc bon, je voulais quand même aller voir. Il n'y a pas eu de shampoing Puerto Williams, par exemple. Gel douche. Mais non. Grosse différence. Mais non. Et après Ushuaia, remonter. À un moment, je voulais passer par le Chili, et puis, mais j'avais pas plus de points prédéfinis que ça. Tu t'étais donné quand même un timing pour réaliser ce projet? J'avais 7 mois. Au total, j'avais 7 mois de voyage. Donc, arrivé le 19 janvier à Buenos Aires, 19 janvier 2023, et je voulais repartir fin août. Et bon, finalement, ça a pris 4 mois. Donc, j'ai pas du tout voyagé en express. J'ai pris mon temps. Je pense que, d'ailleurs, j'avais entendu parler d'un couple qui était remonté d'Ushuaia jusqu'à Buenos Aires. Je sais pas combien de milliers de kilomètres il y a, mais il y en a pas mal. Peut-être 2500, 3000 kilomètres. Ils étaient remontés en 2 jours. Donc, c'est possible de vraiment tracer. 4 jours, 4 jours. Donc, c'est possible de vraiment tracer. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est une belle performance. Moi, je comparais ça par rapport aux 4 mois où j'ai voyagé en autostop. C'est possible d'aller beaucoup plus rapidement. Juste, moi, je me suis arrêté dans pas mal d'endroits. C'est pas l'objet de ton projet. Non, c'était vraiment pas l'objet. Mon objet, c'était découvrir, être avec les locaux, en fait, observer comment les locaux vivent. J'étais vraiment intéressé par ça. Et puis ensuite, marcher. J'adore la marche, aller camper dans la montagne. Donc voilà, c'était pas la performance. J'ai cru comprendre, Julien, que tu n'avais pas fait espagnol première langue. Est-ce que ça a pu être un moment, une limite ou une inquiétude avant de partir? Alors, j'ai pas du tout fait espagnol première langue. Donc, première langue anglais, deuxième langue allemand. J'ai étudié 11 ans l'allemand à l'école. J'ai pas du tout, par contre, le niveau d'un gars qui a étudié 11 ans l'allemand, c'est sûr. Mais espagnol, j'étais niveau extrêmement basique. Je pense que j'étais niveau A1. Je suis arrivé là-bas, j'avais mon petit guide de conversation français-espagnol. Et c'est allé assez rapidement, l'apprentissage de la langue. En fait, déjà, j'aime bien, je pense que j'ai un peu de facilité à apprendre les langues. Et puis, j'adore communiquer avec les gens. Et là-bas, les gens parlent pas forcément anglais, parfois pas un mot d'anglais. Donc, si j'apprenais pas l'espagnol, il y avait pas de communication. Et comme un de mes buts, mes objectifs principaux, c'était quand même de faire l'autostop. Et donc, être avec des locaux, si à chaque fois, pendant 1 heure ou pendant 10 heures, on parlait pas dans la voiture, ça allait être vraiment dommage. On n'allait pas communiquer beaucoup et perdre un peu des opportunités d'échanger. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais apprendre sérieusement l'espagnol. Et puis, ouais, ça a bien fonctionné. Après, en partant, après 7 mois en voyageant en Amérique du Sud, parce que il y a eu 4 mois en voyageant en Patagonie en autostop et 7 mois au total que j'ai passé sur le continent sud-américain. Après, en partant de ces 7 mois-là, l'espagnol était OK. Mais quand je repense aux premières voitures qui m'ont prise, ça, c'était vraiment compliqué. Surtout que les Argentins ont un espagnol particulier. Par exemple, les 2 L, au lieu de prononcer yo, ils prononcent che. Pareil pour yo, je, ils disent pas yo, ils disent chaud. Et je suis arrivé là-bas. Comment dirait Guillaume alors, par exemple, parce que là, je vois des double L et des O. Comment dirait Guillaume? Guichaume.
Ok. Bah, déjà, je pense qu'il dirait Guy, mais sinon, ça se dirait littéralement Guichaume. Donc ça, c'était un peu... Déjà, en fait, je découvrais l'espagnol, mais pendant longtemps, pour moi, l'espagnol, ça a été l'argentin, parce que j'ai appris l'espagnol là-bas. Et au début, très galère de communiquer avec les gens. Quand j'étais dans les premières voitures qui m'avaient pris en autostop, j'arrivais pas à faire des phrases, donc je disais des mots ou alors je montrais directement s'il y a des phrases prédéfinies sur le dictionnaire. Ça, c'est quand même vachement pratique. Donc je montrais la phrase prédéfinie du style tu viens d'où, t'as combien d'enfants, excuse-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter à la station essence, voilà, des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, en parlant avec les gens, je me suis bien amélioré. Déjà, en fait, c'est la deuxième voiture qui m'a pris en stop. C'était une dame qui m'a invité chez elle, à dormir chez elle. Il y avait ses enfants. Et donc, j'ai passé plusieurs jours là-bas. J'étais vraiment accueilli dans la famille. Et d'être immergé avec les locaux, ça m'a carrément forcé. En fait, ça m'a un peu plus forcé à apprendre l'espagnol et pouvoir plus communiquer avec eux. Et puis ensuite, j'ai dormi dans d'autres maisons. Il y a une famille qui m'a accueilli pendant 3 semaines chez elle. Là, j'étais vraiment une partie de la famille. Et puis là, je pouvais vraiment aussi m'exprimer et puis plus, comment dire, pratiquer mon espagnol. Si on revient à l'avant-départ, qu'est-ce qu'on emmène en fait concrètement pour un voyage comme celui-là? C'est quoi le matériel, l'équipement qu'il faut prévoir? Est-ce que c'est l'idée de voyager le plus léger possible, j'imagine? Voyager le plus léger possible, ouais, c'est clair. Mon sac, il pesait au début peut-être 11 kilos. Donc, tente, sac de couchage, les habits. Et puis, j'avais pris 2, 3 livres et quand même un livre, enfin, un carnet de voyage parce que je voulais écrire. J'aime bien écrire et puis il se passe tellement de choses en voyage que j'aime bien garder un peu un fil de toutes les expériences marquantes que j'ai eues chaque jour. Et ça, c'était quand même essentiel à avoir. Et puis après, j'avais des équipements de camping, la petite popote, bonbonne de gaz, je l'ai acheté là-bas. Et après, chapeau, lunettes de soleil. Ça, c'était là. Vêtements chauds et froids, c'est ça parce qu'il peut faire froid la nuit aussi. Ouais, vêtements chauds et froids. Vêtements chauds et froids. Alors dans le nord, moi, je suis arrivé à la fin de l'été en Argentine. C'est fin janvier. C'est inverser les saisons. Donc fin janvier, c'est la fin de l'été. On arrive en automne, disons février. Ensuite, quand je suis arrivé dans le sud, on était bien en automne à Ushuaia et il faisait bien froid. Et je continuais de camper. Donc là, à ce moment-là, j'avais dû acheter un sac de couchage quand même pour résister à des températures. C'était un sac de couchage -5 degrés de confort, assez difficile de trouver en plume parce que, enfin, plume c'est le plus léger et ça coûtait assez cher quand même là-bas. Mais obligé pour dormir dans le froid, température négative, je pouvais pas garder mon sac de couchage 10 degrés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as emmené avec toi qui n'avait pas d'utilité en soi, un petit plaisir, quelque chose de symbolique dans ce voyage? Mmh, Un truc inutile mais précieux émotionnellement peut-être? un truc inutile, j'avais pris plusieurs boucles d'oreilles et finalement j'ai acheté des boucles d'oreilles là-bas parce que je les trouvais fun, des boucles d'oreilles longues qui faisaient un petit peu Amérique du Sud. Mais sinon, en plus des choses à avoir avec lesquelles je suis parti, disons, pas seulement les choses sur moi, mais que j'avais en moi, c'était une grosse envie de partager, de découvrir que j'avais. Et puis ça a été le cas là-bas. Je suis arrivé, là, la deuxième voiture m'a prise et m'a invité directement chez elle. Donc, dès le début, c'était réussi en fait ce voyage. On parle de quoi là comme budget estimé en amont sur ces 7 mois? Alors, budget estimé, c'était moins que ce que j'ai payé là-bas. J'avais estimé moins. En fait, je m'étais dit qu'avec l'autostop et dormir dans ma tente, j'allais pas payer grand-chose. Ça a été le cas, mais en fait, les restaurants, j'allais un peu plus au restaurant que cuisiner avec ma popote. Parfois, j'arrivais dans une ville, j'avais la flemme de sortir de la ville, poser ma popote, cuisiner. Donc je suis allé un peu plus au restaurant que ce que je pensais. Mais finalement, je peux dire qu'après, combien ça a coûté? Sur 4 mois, j'ai dû payer 3 000 €, je pense, sur 4 mois. Sans considérer le voyage. Sans considérer le voyage, ouais. Quelle connexion tu avais prévue avec ta famille et tes proches? Est-ce qu'il y avait l'idée quand même de donner des nouvelles de façon assez régulière ou est-ce que via les réseaux, l'idée c'était qu'ils puissent te suivre sans trop s'inquiéter pour toi? Donc je voyage avec un téléphone, mais pas avec une connexion. J'ai pas de 3G. J'aime pas prendre une puce. J'aime bien être déconnecté, être vraiment plongé dans l'endroit où je suis, quoi. Et donc j'ai pas pris de puce là-bas. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de Wi-Fi, tellement de moyens d'avoir du Wi-Fi dans les restaurants, les stations essence, que j'ai pas eu le besoin de prendre une carte. Donc quand je me connectais au Wi-Fi, j'envoyais un message.
J'appelais mes parents une fois par semaine, au moins une fois par semaine, père et mère. Mes potes, je leur envoyais des photos, des vidéos. Et puis ensuite, arrivé là-bas, je prenais des vidéos de mon côté et puis je les envoyais à mes copains. Et ça allait pas plus loin que ça. Mais à un moment, mes potes me disent mais c'est dommage que tu nous envoies que à nous ces vidéos-là, et ça, tu pourrais les partager à plus grande échelle. Et donc j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit bon bah allez, je vais essayer de faire un petit montage vidéo. Et donc j'ai commencé à partager mes vidéos ensuite sur YouTube. Et là, j'ai eu des bons retours de gens, et puis à la fois mes amis et ma famille, et puis des gens que je connaissais pas qui m'ont dit mais c'est super, merci de partager ce que tu vis, à la fois les paysages et tes rencontres avec les gens. Et je pense que c'est beaucoup par rapport à ça, le partage, c'est de partager des expériences et ce qu'on vit pour d'autres personnes qui ne vivent pas la même chose à ce moment-là. Pour voir comment c'est, comment les gens vivent à l'autre bout du monde, comment sont des magnifiques paysages là-bas. Et puis, à ce moment-là, j'avais un peu plus besoin de Wi-Fi, mais comme je pouvais éditer sur mon téléphone, j'éditais tout sur mon téléphone, hein, j'avais pas d'ordi, j'avais pas plus que ça de matériel. Téléphone et des écouteurs et un trépied. D'ailleurs, petit aparté très marrant, comment j'ai découvert ce trépied-là. C'était pendant mon Interrail, c'était le tout premier jour de mon voyage Interrail. J'étais en Croatie et je commençais à filmer et je voulais me filmer un peu, mais sans but de partager, juste filmer, voir ce que ça fait ensuite. Et je pose mon téléphone par terre et je me dis, tiens, ça serait sympa d'avoir une caméra et un trépied. Bon, je reprends mon téléphone, je marche, j'arrive dans une montagne, au sommet d'une petite montagne. Il y a personne autour de moi. Je me pose en haut et je commence à dormir, à faire la sieste. Et quand je me réveille, j'ouvre les yeux et il y a une caméra qui est en train de me filmer sur un trépied face à moi. Et je me dis, waouh, super bizarre. Je regarde autour de moi, je commence à avoir la chair de poule et je me dis, c'est qui le mec bizarre qui est en train de me filmer? Et en fait, il y a personne autour de moi. Et comme j'étais au sommet d'une petite montagne, je voyais autour de moi à 360, et il y avait vraiment personne. Et donc, j'attends pendant 30 minutes que quelqu'un revienne. Personne n'est revenu. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre cette caméra et partir. Et je suis parti, je redescends de la montagne, je regarde la caméra et le trépied, et je me dis, ah, punaise, c'est pas vrai. Ce matin, je me suis dit que ça serait cool d'avoir une caméra et un trépied pour me filmer. Et là, j'en ai trouvé un, et je me suis dit, bah, c'est incroyable. Et je suis allé dans un magasin ensuite, j'ai acheté un convertisseur pour pouvoir poser mon téléphone. La caméra fonctionnait pas trop. Et donc, ensuite, j'ai utilisé ce trépied pour pouvoir me filmer. Et donc, j'ai commencé à me filmer dans mon voyage Interrail grâce à cette rencontre incroyable et cette découverte incroyable du trépied sur la montagne. Ensuite, j'ai commencé à partager mes aventures en Patagonie. Tu peux faire apparaître des choses là, si j'ai besoin de quelque chose, je peux te demander, tu peux le faire apparaître à distance, c'est possible? Mais je pense sincèrement, je sens sincèrement, j'ai observé dans ma vie que parfois on pense à des choses et elles se réalisent. Je pense que la vie nous présente les choses dont on a besoin sur le moment. C'est quoi, Julien, ton principal point de vigilance avant de partir, la chose à laquelle tu prévois de porter une attention particulière? En autostop, je pense que c'est écouter son instinct, écouter son cœur. Si parfois il y a une voiture que je sens pas, vaut mieux pas que je la prenne et que voilà, j'attends un peu. Au pire, je plante ma tente, je dors, c'est pas très grave. Ou alors je réessaye juste après cette voiture-là. Mais écouter son instinct. Donc je me dis parfois, ma tête me dit bon, vas-y, monte dans cette voiture, ou alors tu peux faire cette chose-là, et finalement ça fonctionne pas. Et mon instinct m'avait dit fais attention, ne le fais pas. Le point de vigilance, c'est m'écouter. Ça y est, on est avec toi en Patagonie, Julien, c'est le moment de te lancer. Question classique là aussi du podcast. Est-ce que c'est le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin? Ah, c'est le moment du pourquoi. Qu'est-ce que je fous là? On en répond toujours enfin, tu vois. Non, c'est le qu'est-ce que je fous là. Le 19 janvier, j'arrive à Buenos Aires. Je passe quelques jours un peu en repérage. Je comprends pas trop la langue. Et puis, on me dit que c'est super dangereux, Buenos Aires, en tout cas pour faire de l'autostop. Donc, allez, je prends un bus pour sortir de Buenos Aires et pour commencer cette aventure-là. Je sors de la banlieue, j'arrive à 2 heures de Buenos Aires et je me pose et j'arrive au bord de la route et je me dis pourquoi je suis là. En fait, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis pas avec mes amis ou je sais pas en France en train de faire quelque chose que je connais? À ce moment-là, j'ai aucune idée de si l'autostop va fonctionner. J'en ai fait en Europe, j'en ai fait en France, et ici j'ai aucune idée. Je connais pas la langue, je sais pas vraiment où je veux aller. Et je me dis, mais
ok, lance-toi, juste essaye, ose, et puis tu vas voir. Et je lève le pouce, bam, première voiture. Communication presque zéro. Hein, je lui montre du doigt, voilà, je lui dis, je vais tout droit. Et ensuite, c'est parti pour l'aventure. Une deuxième voiture m'avance. Je me pose, je dors la première nuit dans un camping standard. Puis ensuite, deuxième journée, première voiture. Et là, on a roulé. Ça, c'était incroyable, cette rencontre. C'est la mère de famille dont je parlais, qui s'appelle Grace, qui m'a accueilli dans sa famille ensuite. Et on a roulé. Moi, je lui avais juste demandé, est-ce qu'on peut aller à 150 km? En gros, moi, je vais sur ce point-là. Est-ce que c'est ta route? Et elle m'a dit, oui, oui, c'est ma route, mais moi, je vais à 700 kilomètres plus loin. Et en fait, elle faisait un aller-retour Buenos Aires de chez elle. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable. Je demande 150 kilomètres et tu me proposes 700. Et ben, allez, c'est parti. Faisons 700 kilomètres ensemble. Ça a été quoi ta toute première surprise là dans ton aventure, le premier moment où tu as été un peu déstabilisé et confronté à une situation inattendue? C'était la première nuit. Je pose ma tente dans ce camping, pas grand monde aux alentours. Et j'avais hésité à poser ma tente soit en camping sauvage, enfin soit à l'extérieur, soit en camping. Et finalement, je m'étais dit, non, vas-y, je vais aller en camping. Et à ce moment-là, je vois un énorme orage arriver, mais super bizarre. En fait, je ne calcule pas qu'il y a un orage. Je le vois arriver et je me dis, ok. Et je vais dormir ensuite. Et c'est bizarre parfois. Hein. L'esprit fait, le cerveau fait vraiment des trucs bizarres. Et je dors. Et à ce moment-là, et je sais pas, on est au milieu de la nuit. J'entends un énorme grondement. Et il y a une voix qui arrive et qui me dit oh oh, c'est l'orage. Et effectivement, un énorme orage arrive et j'en avais jamais vécu dans ma tente et encore moins quand je dors. Et là, donc, je me fais réveiller par un énorme orage qui arrive, des trombes d'eau qui tombent. Mon sac que j'ai dû ramener, j'avais nettoyé à la main des trucs que j'avais donc totalement trempés et puis avec le vent, ça s'est barré à des dizaines de mètres. Mon sac à l'intérieur trempé. Je dois mettre mon sac à l'intérieur dans ma tente. Ça commence bien ton affaire. Ouais, la toute première nuit, mais Direct dans le bain. Mais c'était limite la nuit la plus dure que j'ai eue sur les 4 mois. Et donc les affaires trempées, le sac trempé, je mets mon sac à intérieur de la tente trempée. Et puis c'était tellement bruyant, je pouvais pas me rendormir, donc juste j'attendais. Et puis le battement, les sardines qui volent, la moitié de la tente qui se barre. Et ensuite j'ai trouvé le sommeil, j'étais trop crispé, j'ai réussi à retrouver le sommeil, je me suis endormi, je me suis réveillé, c'était un champ de bataille, le camping. Bon, il y avait personne qui avait campé, c'était que des camping-cars un peu plus loin. Mes affaires, j'allais chercher mes affaires dans le camping, je les ramassais, j'ai dû faire sécher mes trucs ensuite. Donc voilà, c'était première surprise moyenne du voyage, première nuit. Quelle population t'as globalement trouvé, toi, tout au fil de ton parcours? Est-ce qu'ils étaient très sensibles et ouverts à ta démarche? Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu as été accueilli notamment 3 semaines par une famille. C'est globalement un état d'esprit comme celui-là que tu as pu trouver auprès des gens que tu as croisés sur ton chemin? Ouais, carrément. Carrément. Donc j'ai voyagé, disons, 3 mois en Argentine et 1 mois au Chili, un peu moins d'1 mois au Chili. Globalement, les gens sont très accueillants. Il y a des gens, c'est assez courant de se faire inviter. En fait, oui, j'ai passé 3 semaines dans une famille, j'ai passé plusieurs jours dans d'autres familles différentes. Ils sont ouverts à la fois à la rencontre de l'autre. Je les ai pas trouvés très apeurés, en fait. Quand tu vois un mec tout seul au bord d'une route, tu peux te dire qu'est-ce qu'il fout là? Là, c'était pas vraiment le cas. Bon, forcément, toutes les voitures me prenaient pas en autostop, mais les gens qui me prenaient, ils avaient envie de partager, ils avaient envie de savoir ce que je faisais là. Donc, je racontais mon histoire. Tu sais, il y a un truc, on s'en rend pas forcément compte quand on est en France, mais la France a un rayonnement international. Et dire que tu viens de France, c'est extrêmement puissant dans la tête des gens. En général, l'Europe a un rayonnement international, mais la France particulièrement. Donc déjà, quand je disais que je venais de France, ils avaient des étoiles dans les yeux, les gens. Et ensuite, je leur racontais, je leur disais, j'ai 23 ans, je voyage tout seul, j'aime rencontrer les gens, j'aime marcher, faire de l'autostop, etc. Et les gens étaient très réceptifs à ça. Et ce que j'ai énormément aimé dans l'autostop, enfin ce que j'aime toujours dans l'autostop, c'est que tu es vraiment avec les locaux. Il y a des touristes qui m'ont déjà pris en autostop, mais c'est surtout les locaux. Des gens qui vont au travail, des personnes en vacances. J'ai rencontré des gens de tellement de métiers différents et de tout horizon. Je suis allé dormir chez des gens qui avaient très, très, très peu de moyens. La famille qui m'a accueilli pendant 3 semaines, ils avaient vraiment très peu de moyens. La maison était insalubre.
mais ça leur empêchait pas d'avoir la main sur le cœur et d'accueillir un étranger comme ça chez eux. Et d'un autre côté, je suis allé dormir aussi chez des gens. Je crois qu'elle était ancienne ministre en Argentine. C'était une ancienne ministre en Argentine qui m'a accueilli chez elle, dans sa famille aussi. Et de voir tous ces horizons-là, c'était à la fois génial de rencontrer des gens comme ça et de dire que c'est pas parce que tu as moins d'argent ou tu as beaucoup plus d'argent que tu es pas ouvert à la rencontre, à découvrir quelqu'un. C'est une question très difficile, mais à laquelle je te demande de répondre spontanément. Une rencontre la plus marquante ou la plus inspirante que tu as pu avoir, en tout cas une de celles qui t'a particulièrement marqué? Donc, en autostop, on a plusieurs stratégies entre guillemets. Il y en a une, c'est par exemple aller demander dans les stations essence. Parce que tu vas demander dans les stations essence, tu établis un premier contact, tu parles avec eux, les gens peuvent un peu prendre de l'intérêt, te demander où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là. Et donc, à ce moment-là, je vais demander dans les stations essence. C'est au début de mon voyage. Et les gens me disent non. Ils me disent non, on va pas à cet endroit-là. Bon, ok. Et finalement, il y a une famille qui revient me voir. C'est marrant, en parlant, c'est souvent des familles, mais il y a un couple avec son enfant qui revient me voir et qui me dit bon, tu vas de ce côté-là. Je leur dis ouais. Ils me disent ok, vas-y, on t'emmène. Et ça, c'est à 100. Je dis là-bas, c'est à 120 kilomètres. Et je leur dis mais vous allez faire quoi là-bas? On va à la plage, pas de souci. Ok, donc on est dans la voiture et ils s'intéressent vraiment beaucoup à moi. Un peu les questions classiques, qu'est-ce que je fais là? D'où je viens? Est-ce que mes parents sont inquiets? Est-ce que j'ai un peu d'argent ou alors j'ai vraiment pas un rond? Et je leur pose aussi des questions. Les 120 kilomètres arrivent et puis on va au restaurant et là vraiment j'insiste et je leur dis c'est moi qui vous invite. Vous êtes adorables de m'avoir invité, c'est super. Parce que entre-temps, j'ai compris, ils m'ont dit que ils faisaient tout ce chemin-là pour m'accompagner. En fait, ils ont rien à faire là-bas. C'était une excuse et ils font 250 kilomètres aller-retour pour m'accompagner juste là-bas. Incroyable. Parce qu'ils étaient intéressés par ma démarche et ce que je faisais là. Et je leur dis je veux vous rendre l'appareil, je veux vous inviter. Et il m'a dit non, vraiment Julien, s'il te plaît, ça va me vexer si tu acceptes pas que je t'invite. Donc j'ai dit ok, d'accord, il y a pas de souci. Et on parle et puis au fur et à mesure de la discussion, ils me disent Julien, nous, on est en vacances et t'es la meilleure rencontre de nos vacances là. La valeur de la rencontre avec moi dans leur tête est immense. Au tout début de mon voyage, il y avait une fille que j'avais rencontrée à Buenos Aires qui m'avait dit c'est bien ce que tu vas faire en Patagonie, en autostop, mais là, tout ce que tu vas recevoir, qu'est-ce que tu donnes toi? Parce que tu vas recevoir, on va t'aider, on va t'avancer, tu vas rencontrer des gens, c'est super, mais qu'est-ce que tu donnes? Et ça m'avait un peu marqué cette question. Je m'étais dit, mais c'est vrai en fait, qu'est-ce que je donne? Avec cette rencontre de cette famille-là qui m'a accompagné sur 250 kilomètres, je me suis rendu compte que en fait, l'autostop, c'est pas que dans un sens. C'est pas moi qui reçois seulement. C'est vraiment un partage. Et là, peut-être que la valeur qu'ils avaient de la rencontre ensemble, peut-être que la valeur qu'ils avaient était plus grande que ce que je recevais moi. Peut-être qu'en fait, eux recevaient plus que ce que je recevais à ce moment-là. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai découvert vraiment le partage à ce moment-là dans l'autostop. Enfin, ça a été plus une révélation. Et d'ailleurs, pour répondre ensuite, j'ai repensé à ce que cette fille m'avait dit, qu'est-ce que tu donnes ensuite toi? Au début de mon voyage, j'ai appris à faire des bracelets. Encore une fois, c'est assez marrant. La veille, je suis dans ma tente, je dors tout seul et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour remercier les gens? Et le lendemain, je vais dans une station essence et je rencontre un gars qui est en train de faire des bracelets, donc avec des petits fils, et il est posé comme ça. Je vois qu'il voyage à vélo et puis j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il voyage à vélo. Et je vais le voir, je me pose un peu et je lui dis, est-ce qu'il y a moyen d'apprendre à faire des bracelets, que tu m'apprennes? Et il dit, ouais, bien sûr, carrément. Et donc, j'ai appris le lendemain à faire des bracelets. Et la veille, j'avais pensé, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce que je peux donner de moi pour remercier les gens. Donc ensuite, j'ai appris à faire des bracelets. Tu provoques le destin, hein, tu sais bien faire ça, visiblement. mais je pense que quand on est attentif, les choses se présentent à nous. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans ma vie. Il y a une phrase de l'alchimiste que j'adore qui dit « Quand on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à nous permettre de le réaliser ». Et je trouve cette phrase extrêmement marquante et très jolie. Et quand on veut vraiment quelque chose, vraiment quand on est déterminé, qu'on met tous les moyens en place, qu'on met de la volonté, qu'on met de la bonne foi, eh bien, peut-être qu'on va arriver à un stade, on va être un petit peu bloqué
Et ensuite, l'univers va nous permettre de passer le petit step qui va permettre de réaliser ça. Julien, est-ce que ce périple en autostop, ça a été aussi l'occasion de développer beaucoup tes qualités de patience? Je sais que tu as pu patienter un certain nombre de fois, et puis surtout parfois très longtemps, avant d'être pris en charge par une voiture. Oui, parfois très longtemps. Ouais. Donc parfois, tu arrives au bord de la route, ça se passe super bien, tu lèves le pouce, bam, voiture direct. Parfois, ça m'est même arrivé au bord de la route, je demande rien, je bouge pas, et une voiture s'arrête et me dit: «Tu vas où?» Et d'un autre côté, parfois, c'est arrivé que ça ne marche pas du tout. Mais dans ces cas-là, on se demande: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Je porte les mêmes vêtements que hier et ça ne fonctionne pas. J'ai la même banane, j'ai la même envie d'être pris en stop et d'avancer et de découvrir, mais ça marche pas du tout. Alors, tu vas dire que je force le trait sur l'univers, et cetera, mais la première fois que j'ai attendu longtemps, le matin même, je pars d'un endroit et un mec me dit: «Ah, tu fais de l'autostop et tout». Moi, j'ai déjà attendu plus d'1 jour sur la route. Et toi, ça fait combien? T'as attendu combien de temps? Ça, c'était au début de mon voyage aussi. Et je lui dis: «Moi, le maximum que j'ai attendu, c'était 3 heures». Et déjà, je me suis dit 3 heures, c'était pas mal. Et quand il me dit 1 jour, je me dis: 1 jour, c'est pas possible, en fait, c'est impossible». Et à ce moment-là, c'était la journée la plus chaude de mon voyage. Il faisait 37 degrés et j'avais peut-être 1,5 litre d'eau sur moi. Et je me pose au bord de la route. Donc, une première voiture me prend et c'était, on peut pas dire, disons la voie rapide. Donc, une première voiture m'avance jusqu'à à côté de la voie rapide. Et à ce moment-là commence un temps interminable. En fait, j'ai attendu plus d'1 jour sur la route. À ce moment-là, j'arrive, il est 9 heures du matin. Je me pose, il fait super chaud. J'attends, moi, dans ma tête, la limite, c'était 3 heures. Et en fait, ce gars-là, je sais pas, vraiment, il y a des trucs que j'arrive pas à expliquer. Ce gars-là m'a dit: «J'ai déjà attendu 1 jour». Et ben, ce jour-là, j'ai attendu 1 jour. Et donc le record d'attente de 3 heures a été pulvérisé. J'ai attendu. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? Donc moi, en général, je suis plutôt heureux, disons les premières heures. J'ai une capacité d'attente maintenant. Alors avant, j'étais plutôt impatient dans les choses, dans la vie. Je voulais obtenir les choses un peu rapidement. Je pense que ça m'a forcé à apprécier l'attente. Et pendant que j'attends, j'aime, en fait, observer où je suis, regarder, remercier, être reconnaissant de là où je suis, observer les paysages. Parfois, c'est pas des paysages passionnants, hein. Tu as une station essence à côté où tu as beaucoup de trafic, c'est pas très beau. Mais parfois, c'est très joli. Et donc, je me concentre sur moi-même. Ensuite, j'écoute de la musique. Bon, on peut pas lire, on peut pas faire d'autres activités en fait quand on attend, parce que si un automobiliste voit un autre mec lire à côté de la route, il va pas se dire le gars est en train d'attendre une voiture. Donc, faut être quand même dans une posture de actif-passif un peu. Ensuite, j'ai commencé à danser, mais ça, c'est un peu plus tard dans le voyage. J'ai commencé à danser au bord de la route, à la fois parce que ça me faisait plaisir et à la fois ça faisait rire les automobilistes. Et donc, ils étaient plus enclins à s'arrêter et à me prendre. Et alors, je dansais, je faisais aussi des jongles où je faisais l'équilibre sur les mains. Et bon, en tout cas, j'essayais d'attirer un peu l'attention des automobilistes, alors pas trop les distraire pour ne pas créer un accident et qu'ils foncent sur moi, mais créer un peu d'attention et puis qu'ils rigolent et qu'ils se disent: «Ah tiens, ce mec est marrant, j'ai envie de passer un moment avec lui, quoi». Et à la fin de cette journée, cette fameuse première journée où j'ai attendu plus de 24 heures, j'ai posé ma tente au bord de la route. Je devais faire des allers-retours parce que je devais aller rechercher de l'eau. Et je pose ma tente au bord de la route. Et puis le lendemain, je sais plus, j'ai dû être pris par une voiture après 11 heures. Donc j'avais attendu un peu plus de 24 heures au bord de la route. Et ça arrivé plusieurs fois dans le voyage. J'ai attendu 4 fois plus d'une journée au bord de la route. Et 3 fois sur 4, c'était un samedi. Donc là, je me suis dit: les samedis, c'est fini. Les samedis, plus jamais d'autostop, ça marche pas. D'ailleurs, j'ai remarqué que en général, les week-ends, ça fonctionne pas très bien. Enfin, ça fonctionne moins l'autostop. Pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux en semaine. Les week-ends, les gens sont pas trop intéressés par prendre des gens. En fait, ils sont en week-end, ils ont envie de décompresser de leur semaine de travail. Donc, allez, on va rester en famille et puis on va rester entre nous, pas prendre d'étrangers. Tu as rencontré beaucoup d'humains merveilleux sur ton parcours, mais ça n'a pas été les seules rencontres que tu as faites. Il y a eu des rencontres dans un registre animalier qui ont été un peu plus déstabilisantes de ce que j'ai pu comprendre de ton compte rendu. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une rencontre un peu particulière, c'était en sud de l'Argentine. J'étais en train de faire un trek sur 5 jours à peu près. Et à ce moment-là, je partais sans carte. Jusqu'à ce trek-là, je partais toujours sans carte et
sans un peu moyen de me repérer, quoi. Soit je suivais des gens quand il y en avait, soit je suivais les cairns. Mais en général, les randonnées que j'avais faites avant étaient assez bien indiquées. Mais celle-là, un peu moins. C'est pour ça que je me suis perdu à la fin de ce trek-là. J'ai essayé de sauter une étape et d'aller plus vite. Et je me perds. Je sens que je me perds parce que la végétation commence à être de plus en plus dense. Et je continue d'avancer. Là, ça fait vraiment 2 heures que je suis perdu. Le contexte, c'est des montagnes à droite à gauche. Moi, je suis dans une végétation OK, mais qui s'amplifie, des vaches et des chevaux, et moi au milieu qui trace le chemin. Je pensais que le retour au village, c'était tout droit. À ce moment-là, je suis pas très bien parce que c'est la première fois que je me perds autant, mais je continue et je monte une petite colline et je lève ma tête à ce moment-là et face à moi, il y a une femelle puma avec ses 2 petits et Jamais bon, sa femelle plus enfant. jamais bon. Jamais bon. Ma première réaction à ce moment-là, c'est: «Ah ouais, c'est vrai, c'est pas noir un puma». Parce que dans ma tête, c'était panthère noire, en fait, quand on disait puma. J'avais déjà entendu qu'il y avait des pumas en Patagonie. D'ailleurs, le premier jour de ce trek-là, j'avais vu un détecteur de pumas accroché à un arbre et à ce moment-là, je m'étais dit: «Ah oui, OK, les pumas existent vraiment. S'il y a des détecteurs, c'est pour, les voir», et à ce moment-là, la réalité du puma était venue dans ma tête. Et j'ai le puma face à moi et je me dis: «Putain, il y a un puma». Et je fais demi-tour à ce moment-là. Un des 2 petits a pris peur et a fui, en diagonale à côté de moi, et je fais demi-tour et je marche et je suis en train de prendre conscience de ce qui se passe et je me dis: «Mais attends, c'est quand même dangereux un puma là», et je me dis: «Il faut que je parte». Et d'un autre côté, il y avait un truc en moi qui me disait: «T'inquiète, le puma va pas t'attaquer». Donc je marche, je continue. À ce moment-là, la nuit commence à tomber et là, il fallait juste que je plante ma tente, mais loin de la forêt des pumas. Je voulais pas être à côté d'eux. Là, en fait, les pumas chassent à la tombée de la nuit et là, c'était la tombée de la nuit, donc c'était leur période parfaite de festin, quoi. Et moi, je m'éloigne un petit peu, je pose ma tente parce qu'il tombe des trompes d'eau pas possibles. J'ai plus assez de nourriture pour manger, il me restait une petite pomme et je me dis le lendemain: «Vas-y, je vais faire demi-tour, je rentre à l'endroit où je me suis perdu». Je rentre, un gars m'aide et lui, il avait une carte, donc on retourne au village ensemble. Et au moment où j'avais vu les détecteurs de pumas, je m'étais posé la question, j'avais écrit sur mon téléphone: que faire face à un puma? Parce que j'avais pas de wifi, j'avais pas de connexion, donc je m'étais dit: «En vrai, si je tombe vraiment face à un puma, quoi faire, quoi?» Et j'arrive à un village et je tombe sur ça, j'explose de rire et je vais voir, donc sur internet ce qu'il faut faire face à un puma. Donc que faire face à un puma? Il faut toujours garder le eye contact, regarder dans les yeux, reculer progressivement, se paraître plus grand que ce qu'on est pour l'impressionner et surtout, ne pas lui tourner le dos, et surtout, si c'est une femelle qui est avec ses petits, ne pas l'approcher parce que c'est la situation la plus dangereuse. Normalement, les pumas n'attaquent pas les humains. Mais là, si c'est une femelle, elle peut penser qu'on peut en vouloir à ses enfants, donc elle peut les protéger. Et à ce moment-là, en fait, j'avais coché toutes les cases qu'il fallait pas. Mais tu t'en es sorti. Ouais, je m'en suis sorti et puis, bon voilà, si vous tombez face à un puma, vous savez quoi faire. Julien, on approche de la fin de ton aventure. Qu'est-ce que tu te dis, toi, au moment où tu touches au but? En tout cas, c'est un premier marqueur fort qui est ton arrivée à Ushuaïa, où c'est la fin de ce cycle. C'était le cœur de ton projet, en tout cas. Qu'est-ce que tu te dis là, au moment où tu dois, tout ça va prendre fin et que tu vas reconnecter à une autre forme de réalité? Ouais, alors quand j'arrive à Ushuaïa, disons que je suis un peu à la moitié, un peu plus de la moitié du trip parce que je veux remonter au niveau de Buenos Aires. Donc j'ai fait la moitié pour descendre, il me faut un peu la moitié pour monter. Quand j'arrive, disons vers la fin, je me dis que je suis fatigué. Je suis fatigué de l'autostop, je suis fatigué d'attendre. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup rencontré de gens, j'ai vu un peu ce que je voulais et que pour continuer mon aventure, parce qu'il me restait 3 mois ensuite de voyage, soit je pouvais continuer en autostop, mais ça allait prendre beaucoup de temps en fait. Et par exemple, en voyage, mon ressenti, c'est que un jour de voyage, en termes d'intensité, d'expérience de vie, de rencontres et de richesse, un jour de voyage égale 4 jours dans ma vie, disons d'avant, enfin ma vie de tous les jours. Donc là, un jour de voyage passé sur la route, un peu à attendre, ça serait potentiellement passer à côté de plein d'expériences plus tard dans le voyage. Donc je suis content un peu de mettre fin à cette aventure. J'ai eu ce que je voulais, de rencontrer des gens, de vivre des expériences très diverses. Et là, je découvre un peu la joie de prendre des bus.
de me poser, d'aller d'un point A à un point B sans avoir à parler, raconter mon histoire, juste me poser les doigts de pied en éventail. Plus passif. Ouais. Ghislain, cette aventure, elle a changé quoi chez toi? Qu'est-ce qu'elle est la chose que tu as pu découvrir sur toi ou apprendre sur toi ou éventuellement conforter? Qu'est-ce qu'elle a changé, cette aventure épique? Je pense que j'ai développé beaucoup plus de patience. Ça a renforcé déjà mon intérêt pour le voyage, mais cette manière-là de voyager, c'est-à-dire continuer à voyager en autostop. Parce que ce que j'adore, c'est rencontrer des gens, voir des jolis paysages. Et ensuite, avec les vidéos que j'ai commencé à faire là-bas, continuer à partager ça. Parce que je me suis dit, tout ce que je vois, les rencontres incroyables, la beauté, mais aussi les challenges à travers desquels je passe, tout ça, j'ai envie de le partager parce que ça a beaucoup moins de valeur s'il y a que moi qui le vis. L'image que tu retiens, question impossible, s'il y en avait qu'une, ou celle à laquelle tu viens de penser là maintenant tout de suite. C'est un lever de soleil. Il y a une montagne qui s'appelle le Fitzroy à El Chalten en Argentine, en Patagonie. Le lever de soleil, on a escaladé une montagne, j'étais à côté de Jean. 4h30 du matin, on arrive à 5h30 en haut et il y a un soleil orangé qui se lève au fur et à mesure et qui dévoile la montagne et qui dévoile le lac devant. Et c'est mon fond d'écran depuis la fin de l'aventure, c'est mon fond d'écran toujours. J'ai pleuré quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Est-ce que tu projettes de retourner un jour en Patagonie? Ton histoire avec la Patagonie n'est pas terminée? Je pense qu'il y a énormément de jolies choses à voir dans le monde. Donc là, je suis en Asie, j'aimerais beaucoup voyager en Asie après la fin de mes études. J'aimerais aller en Mongolie déjà, ensuite voyager en Amérique, en Asie du Sud-Est. Et à un moment, c'est prévu un peu plus tard. Enfin, quand je dis c'est prévu, à un moment, j'aimerais bien retourner en Patagonie parce que c'est quand même un endroit magnifique où je me sens bien. Revoir les gens qui m'ont accueilli, c'est dans la continuité, je pense. Mais quand même, je pense qu'il y a énormément de choses, de jolies choses à voir et j'aimerais bien voir le plus de choses que je puisse en fait. Merci beaucoup Julien d'avoir partagé avec nous cette aventure. On va passer à notre rubrique du guide de survie. Est-ce que tu aurais 3 choses à avoir en soi ou sur soi pour espérer mener à bien une telle aventure? Tu l'as livré une partie qui était l'envie de partager et découvrir. Est-ce que ça, c'est des choses que tu mets dans ton petit kit de survie? Ouais, première chose, je dirais envie de partager et découvrir. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, partager à la fois son histoire et ensuite découvrir celle des autres. La deuxième chose, ça serait avoir confiance dans les autres. Il y a beaucoup de choses, avant de les faire par soi-même, on a peur. À la fois une peur qui vient de nous, à la fois une peur que les autres projettent sur nous. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie où quand on va les voir par nous-mêmes, quand on va faire les choses par nous-mêmes, ça fait bien moins peur et c'est bien moins difficile que ce qu'on pensait. Et c'est une chose dont je retiens forcément de ce voyage, c'est déjà j'avais confiance dans les autres avant, mais encore plus maintenant. Je pense qu'il y a 99% de gens bien sur cette terre. Et donc, ayons confiance, enfin, je pense que c'est bien d'avoir confiance dans les autres. Et pour mener à bien une telle aventure, c'est le cas. Et la troisième chose, je dirais un peu de folie aussi. Un peu de folie, être capable d'attendre des journées sur la route. C'est un peu bizarre, quoi. Julien, dernière question de ce podcast. C'est une phrase à compléter que je te livre ici. L'aventure, c'est 3 petits points. L'aventure, c'est se lancer. C'est se lancer, c'est croire en ses projets, sortir de chez soi, croire en soi et puis partir. C'est parti. Merci beaucoup pour ton temps et puis pour nos échanges passionnants, Julien, sur ton aventure épique en Patagonie. Bravo encore pour la réalisation de ce très beau projet qui va pas manquer d'en appeler une multitude d'autres. On l'a bien compris, c'est que le début de l'histoire est de ton exploration du monde. Je te souhaite bonne chance dans la suite de tes aventures, Julien, que mes auditeurs et moi-même ne manqueront pas de suivre et qu'on te souhaite évidemment épique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, pour ceux qui voudraient en voir un peu plus, il y a sur ta chaîne YouTube, je ne sais pas comment on peut te retrouver, si tu veux l'expliquer ici, je mettrai le lien dans la description. Mais effectivement, tu as documenté cette expérience. Comment est-ce qu'on peut retrouver ça? Ouais, c'est ça, sur ma chaîne YouTube, tincho.adventures en anglais. Si tu peux mettre ça dans la description, c'est super. Après, sur Instagram aussi, sur TikTok. Et en ce moment, je fais des vidéos sur la Chine.
Juste avant la Chine, j'ai voyagé au Vietnam pendant 1 mois et demi. Pareil, j'ai dormi dans des familles locales, un peu travaillé pour eux aussi. Donc, je documente ça et je continuerai de documenter mes expériences. Merci beaucoup Guillaume de m'avoir reçu. J'ai passé un très bon moment et merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer et partager ce que j'ai vécu. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup Julien. J'ai aimé tous nos échanges préparatoires et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est que des bons moments avec toi. Petite chose précise, donc c'est TINCHO. Voilà, pour nos auditeurs qui voudraient aller creuser, mais je mettrai de toute façon le lien, on vient de se le dire. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour notre prochain épisode d'Aventure épique. À bientôt Julien, prends bien soin de toi et puis merci encore pour ce très beau moment passé avec toi. Ouais, merci beaucoup Guillaume, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.